Bonjour à tous, vous écoutez l'émission radio de débat On s'en mêle. Je m'appelle Pavel et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est selon moi important vu la conjoncture économique dans laquelle se trouve le monde actuellement. Ce sujet, vous le savez tous, c'est la décroissance. Est-ce que la décroissance est une solution capable d'éviter la catastrophe? Je dis catastrophe en mettant les guillemets, mais il faut le dire aussi que le monde actuellement est en train de se diriger vers la catastrophe avec la conjoncture économique. Donc, pour débattre de ce sujet, j'ai deux invités très intéressants que je vais vous présenter dans quelques minutes. Mais avant, qu'est-ce que c'est que la décroissance? Alors, donc, selon les différentes définitions que j'ai pu trouver un peu, la décroissance est un courant de pensée qui remet en cause le modèle économique dominant basé sur la croissance du produit intérieur brut, donc le PIB, et la consommation de masse. Les partisans de la décroissance proposent de réduire volontairement la production et la consommation pour atteindre un équilibre écologique et social. En fait, ils dénoncent aussi les effets néfastes de la croissance sur l'environnement, le climat, les ressources naturelles, la biodiversité, mais aussi sur les inégalités, la pauvreté, le stress, la santé et le bonheur. Les opposants de la décroissance, quant à eux, défendent l'idée que la croissance est nécessaire pour assurer le progrès, l'innovation, l'emploi, le bien-être et la justice sociale. Il estime que la décroissance conduirait à une régression économique et sociale et à une perte de compétitivité, à une augmentation du chômage et à une baisse du niveau de vie et à une restriction des libertés individuelles. Donc, malheureusement, moi, j'ai essayé de chercher un peu les sondages pour pouvoir voir un peu ce que les gens pensaient au Canada, mais j'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé quand même un sondage très intéressant en France qui a été mené par le MEDEF, qui est le mouvement des entreprises de France, où qui disait que 67% des Français, eux, étaient en faveur de la décroissance. Donc, on voit bien que des gens s'intéressent à ce sujet-là. Et pour débattre de ce sujet, j'ai deux étudiants de l'Université de Sherbrooke en économie, très intéressants. Je vais commencer par présenter Monsieur Jasmer Racine. Bonjour, Monsieur Racine. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, Monsieur Racine termine actuellement un baccalauréat en sciences économiques à l'Université de Sherbrooke. Son équipe et lui ont remporté les Jeux d'économie du Québec en 2022. Et enfin, Monsieur Racine est conjoncturiste économique pour la FIEUS, donc qui est le Fonds d'investissement étudiant de l'Université de Sherbrooke. Donc, Monsieur Racine, il est contre la décroissance, évidemment. Et pour lui apporter la contradiction, j'ai Monsieur Pierre-Nicolas Bastida Tousignan, qui est un étudiant qui se tient vraiment occupé, il faut le dire. En plus de terminer sa deuxième année en bac en économique, il écrit régulièrement pour le journal Le Collectif, le journal étudiant, et il s'est classé au rang des 20 meilleurs aspirant économiste au pays et a donné deux conférences au Bistro Brain, qui est très intéressant. Tout cela rien qu'en février 2023. Donc, chers auditeurs, vous voyez bien que les personnes qui sont là sont des personnes très intéressantes et les débats risquent d'être aussi intéressants. Donc, vu la qualité des invités, vous doutez bien que ça sera intéressant. Donc, je vais commencer par une première question pour Monsieur Tousignan. Moi, j'ai donné une définition de la décroissance, mais pour vous, quelle est votre définition de la décroissance? Je vais être très franc, Pavel. Ta définition que tu nous as donnée était très exhaustive, donc complète. J'aimerais apporter quelques nuances. Tu parlais comme quoi les personnes en faveur de la décroissance impliquaient qu'il y aurait une baisse de la consommation et de l'offre au même moment. La réalité est que les comportements sont difficiles à changer. OK. Donc, si y a un fléchissement de la demande, on va parler ici plutôt de sobriété économique, ce qui est tout à fait exceptionnel si le fait se passe. Pour ce qui est de la décroissance strictement au sens simple, ça serait vu d'une intervention du gouvernement qui imposerait des quotas de production sur les entreprises pour donc inciter fermement à réduire la production, ce qui entraînerait une réduction de la consommation par effet même. Mais les deux ensemble, s'ils se subjuguaient ensemble, pourraient entraîner une stabilisation du prix, ce qui ne serait pas le cas si c'était un effet plus penché vers la décroissance stricte ou la sobriété économique. Donc, la sobriété économique entraînerait une baisse du prix par la réduction de la demande et OK. la décroissance au sens strict amènerait une hausse du prix étant donné un fléchissement des De la quantités production. disponibles. OK. Exactement. Parfait. Et monsieur Racine, à ce niveau-là,
évidemment, vous êtes pour la décroissance, contre la décroissance, hein, effectivement. C'est ça. Et vous, comment vous percevez cette décroissance-là, en fait? Pourquoi, selon votre définition, là, ce n'est pas quelque chose de viable pour notre monde actuel? Ben, comment je le vois, c'est qu'il y a 3 ou 4 opinions différentes sur la décroissance. D'abord, il y a ceux qui sont pour la décroissance, donc qui veulent que collectivement on produise moins de richesses. Donc, concrètement, ça veut dire qu'on s'appauvrit, mais c'est pour des raisons environnementales. OK? Il y a aussi les gens qui pensent qu'il faut toujours plus de croissance, plus de richesse, peu importe les impacts que ça peut avoir sur la société. Et il y a ma position qui est celle qu'on peut avoir les deux. On peut avoir une croissance économique, puis on peut avoir une amélioration de nos comportements environnementaux. Donc, c'est ce qu'on appelle la croissance verte. Puis c'est quelque chose que les décroissantistes critiquent beaucoup, la croissance verte. Puis aussi, il faut dire qu'il y a une certaine part de la population qui est climato-sceptique. Donc, il y a des gens qui ne croient même pas au changement climatique ou qui ne pensent pas que c'est causé par l'activité humaine. Je pense qu'il faudrait d'abord adresser ce problème-là, puis montrer en quoi est-ce que l'effet de serre est un vrai phénomène, puis qui montre que c'est l'activité humaine qui est responsable pour les changements climatiques. Oui, effectivement, bon, sur ce point, je vais rebondir dessus. C'est l'activité humaine qui fait en sorte qu'il y a des problèmes et, en même temps écologiques et tout ça. Et la décroissance, vous dites la croissance verte en tant que telle. Oui. Est-ce que ça pourrait exister alors que, avec l'histoire, on le voit, hein, à chaque fois qu'il y a la croissance, le vert est un peu mis de côté parce que les entreprises, en cherchant plus de la croissance, vont quelquefois, pour pouvoir étendre les usines, couper des forêts. Donc là, déjà, on perd déjà une partie de notre forêt par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est vraiment viable, une croissance verte, plutôt qu'une décroissance franche en tant que telle? Ben, moi, je pense que c'est viable. Puis non seulement c'est viable, je pense qu'on commence à l'observer. On commence à voir la société qui change à ce niveau-là. Puis les gens qui s'adaptent, même dans le monde de l'investissement. Nicolas et moi, on fait la conjoncture économique au fonds de placement. On connaît les fonds ESG. Certaines personnes ont des critiques par rapport à ça, disent que c'est du greenwashing et tout ça. Je pense qu'il y a des deux. Il y a du bon, puis il y a du greenwashing aussi. Mais je pense qu'on commence à l'observer. Puis il y a un phénomène économique sur lequel il y a des débats, mais je pense qu'on commence à l'observer de manière assez claire, qui s'appelle le découplage. Donc, c'est le moment où la croissance économique continue à se matérialiser, mais que les émissions de gaz à effet de serre commencent à descendre. Et donc, ça, c'est encourageant. Ça veut dire que, puis tu sais, c'est assez rare que ça arrive, là, qu'on peut avoir, en général, dans la vie, le beurre et l'argent du beurre. Là, je pense que c'est le cas. Puis, je pense que si on regarde dans son ensemble l'histoire de l'humanité, on voit tous les progrès qui ont été accomplis. Puis on voit qu'il y a souvent des gens qui sont prophètes de malheur et qui, comme Thomas Malthus, par exemple, qui pensait qu'on allait tous mourir de faim à une certaine époque. Puis finalement, ce n'est pas arrivé. Parce que souvent, il y a une minimisation de l'impact de l'ingéniosité humaine. Faut dire qu'on a aujourd'hui des technologies qui sont incroyables. Regardez où ce qu'on est en ce moment, les micros, tout ça. À une certaine époque, ils avaient même pas l'électricité. Les gens, ils sont en ce moment sur leur cellulaire, ils écoutent ça. Donc, tout ça, je pense que c'est une preuve. Oui. Vas-y. Ben, en fait, je me joins un peu l'avocat du diable. Vas-y, Actuellement, vas-y, nous avons le micro et tout, mais c'est fait avec des matériaux, la plupart du temps, qui prennent du pétrole. C'est vrai. Donc, on se rend compte ici déjà qu'il y a eu d'abord une participation quelconque dans, on va dire, le fait de chercher toujours le pétrole en tant que tel. Le pétrole qui est un élément qui demande vraiment la destruction aussi de la Terre à ce niveau-là. Donc, c'est vrai qu'il y a un développement technologique, mais d'un autre côté, il y a la Terre qui en paie le prix. Mais je vais revenir sur vous par rapport à ça. Je vais poser une autre question à M. Tousignan. Je vais juste complémenter. OK. Tu parles d'utilisation de pétrole. En fait, je veux juste être sûr que nos auditeurs comprennent qu'actuellement, en moyenne, 96,27 % du prix payé sur chaque article disponible à la consommation est en fait payé au pétrole qui est engendré dans la production jusqu'à la consommation. Donc, ce n'est pas juste le fait que le matériel soit basé sur le pétrole, c'est aussi
Le fait qui a été amené ici, c'est le fait qu'on a dû aller se rendre au travail Effectivement. pour le produire. Donc, le pétrole est partout actuellement. C'est ça. Effectivement, il est partout. Donc est-ce que là, on peut dire que actuellement, nous sommes dans une croissance verte qui est en train de s'entamer. Mais je vais revenir sur vous par rapport à ça. Moi, j'ai une question pour M. Tousignan, une Oui, autre question très intéressante. Vous êtes pour la décroissance c'est exact. dans ce débat-là. Donc, pourquoi vous pensez que la décroissance est nécessaire, en fait? Je vais rebondir un peu sur ce que mon collègue parlait sur l'ingéniosité humaine, puis je vais faire un parallèle avec le paradoxe de Jevons qui nous indique comme suit que plus on est efficace sur notre consommation énergétique et plus on va tenter de produire. Et après une entrevue avec Hydro-Québec, c'est ce qui se fait en fait quand les industries aluminium, pour exemple, réduisent leur coût en énergie, ils vont augmenter de même proportion leur production et donc leur consommation finale ne change pas. Ce qui arrive, c'est que plus on est efficace, plus on tente de vouloir faire de l'activité. Donc, si je suis capable d'écrire un texte de 500 mots en 30 minutes, ben, je ne vais pas juste écrire un texte, vous comprenez? Si je suis capable de courir un marathon en 2 fois moins de temps que toi, ben, je vais avoir le temps d'aller à l'épicerie et tout. Mais pour une entreprise, c'est pareil. Si ça lui coûte moins cher de produire, elle va tenter de produire plus. Mhm. Et je vais aussi rebondir sur les ESG. Si on creuse très profondément, notre ancrage, en fait, notre dépendance au pétrole sur notre économie est en fait si viscérale qu'actuellement, euh, tous nos fonds ESG ont une base sur les marchés du pétrole pour éventuellement s'en délaisser. Oui. En passant, c'est quoi les fonds ESG? Un fonds ESG, c'est un fonds qui est dédié à pouvoir faire des placements verts. Donc, éventuellement, OK. l'entreprise, soit elle va acheter des crédits carbone, soit elle va faire des changements dans son entreprise, dans la façon de produire ou envers ses employés pour accommoder l'émission de gaz à effet de serre, réduire son bilan carbone. C'est un peu une façon que le marché a de pouvoir mettre un prix sur la pollution. Mais actuellement, comme je vous dis, ces fonds-là sont rattachés à des mouvements de marché sur le prix du pétrole, ce qui est un peu du greenwashing, en effet. Donc, OK. Est-ce que vous voulez apporter des points par rapport à ce que M. Tousignan vient de dire, M. Oui, Racine? oui. Puis ben, d'abord, Pavel, juste pour spécifier, ESG, les trois lettres, c'est pour environnement, social et gouvernance. OK. Puis c'est les trois critères qu'ils utilisent. Donc, c'est pas juste vert, mais il y a aussi un aspect social à ça. Et la gouvernance aussi, on va dire. Oui, Ouais. exactement. Donc, il y a un aspect social à ça. On a dit, oui, donc sur la croissance, on dit que, comment tu disais ça, Nicolas, que oui, ça, le paradoxe de Jevons, plus qu'on est efficace, plus que finalement on va se mettre à plus utiliser la ressource au lieu de moins l'utiliser, Oui. parce que notre efficacité est un incitatif à le faire. Puis je pense que c'est un très bon point. Puis je pense que ça démontre quelque chose qui est qu'il y a une position aujourd'hui que personne ne défend ici, qui pourtant est une position qui existe dans la société, qui est celle qu'il faut le plus de croissance possible, euh, peu importe les impacts que ça a. Moi, je pense pas ça. Moi, je pense pas qu'il faut le plus de croissance possible, peu importe ce que ça implique. Moi, je pense que la croissance verte est possible, que la décroissance est une mauvaise idée. Et qu'il n'y a pas de garantie qui nous donne que si on va effectivement vers la décroissance, qu'il y aura effectivement une réduction de la pollution. Ça se peut très bien qu'on se mette à avoir la décroissance et qu'on manque d'argent, manque de capitaux pour investir dans les technologies vertes pour ne plus avoir utilisé le pétrole dont on vient de parler. Ça pourrait être problématique. On le voit en Allemagne en ce moment, ils ont des problèmes. Ils ont peu investi, par exemple, dans le nucléaire. Il y a certaines critiques du nucléaire, mais je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est 1000 fois mieux que le charbon. Le charbon, c'est plus absolument polluant. affreux. Ils ont recommencé à brûler du charbon en Allemagne. Est-ce que je peux préciser quelque chose rapidement? Oui, actuellement, j'ai oublié de vous préciser aussi que je suis avec Aurélien qui m'assiste, qui est vraiment avec moi aujourd'hui. Donc, il va préciser deux petites choses. Oui, deux, trois petites choses sur la croissance verte en réalité. C'est aussi une solution qui est assez concrète sur beaucoup de partis écologistes en Europe, etc., sont critiqués pour le principe de l'écologie punitive qui est, vous avez acheté des voitures dans les années 90, maintenant on ne peut plus les avoir parce que ça pollue trop, vous ne devrez pas les conduire, on met des taxes et tout ça. C'est d'écologie punitive et beaucoup de partis maintenant, y compris des partis de droite, libérales, etc., sont maintenant pour cette croissance verte, qui est du simple fait qu'on est capable de tacler la pollution
en investissant sur les énergies du futur, en créant de la richesse. Donc en fait, on est capable non seulement de créer de la richesse, mais en plus de polluer potentiellement moins sur le long terme. Et ça, c'est pour ça que l'écologie, la croissance verte est très privilégiée et qui a été très pris en main par les partis de droite de nos jours en réalité. Ok, merci beaucoup pour le point. Donc, ce que moi je comprends dans ce débat, c'est que, Monsieur Racine, pour vous, on ne doit pas parler de décroissance, on doit toujours parler de croissance, mais juste changer le paradigme concernant le fait de voir la croissance, en fait. Il faudrait prendre un autre chemin que le chemin polluant, en gros, pour la croissance. Oui, évidemment. Ok, Bien mais sûr. monsieur Tousignan, est-ce que vous pensez qu'il faudrait remplacer la décroissance par une croissance verte? Je suis pas tout à fait d'accord. Si on s'en suit actuellement aux faits, notre tendance, même si elle commence à rétrécir en variation annuelle pour l'émission de gaz à effet de serre, elle ne respecte pas les limites de la planète. Où il y a une théorie qui s'appelle la théorie du beigne. Grosso modo, c'est qu'il y a plusieurs... mes amis chimistes vont m'envoyer des flèches pour ça, mais il y a plusieurs composantes dans l'air qui sont émises par la production, qui sont là en fait de façon naturelle. Puis le beigne, c'est de respecter les quantités maximum que l'environnement est capable d'absorber, donc de pouvoir englober sans qu'il y ait des sanctions à la production, à l'activité humaine. Puis actuellement, il y a un seul pays qui respecte le beigne, puis c'est le Sri Lanka. Wow. Je vous instruis peut-être pas nécessairement, mais le Sri Lanka est un des pays les plus pauvres du monde. Mais c'est les seuls pays actuellement qui respectent la théorie du beigne sur sa production intérieure, ce qui est dommageable aussi pour ma défense. Mais ce que j'implique ici, c'est que les grands pays, les grands producteurs, les pays colonisateurs, les pays d'Amérique du Nord, puis les grands tigres d'Asie, éventuellement vont faire face à une problématique sur leur production et devront, dans un certain cas, afficher de la décroissance pour réduire leur émission totale par pays. On l'a vu pendant les Jeux olympiques de Pékin. Le gouvernement chinois a restreint l'accès à l'automobile personnelle pendant les jours de la semaine. Puis, on a vu une nette amélioration de la pollution de l'air dans la ville de Pékin, ce qui a été exceptionnel parce que c'était une possibilité de faire une expérience naturelle pour tout grand scientifique de ce monde et de pouvoir voir l'impact d'une réduction de l'utilisation de la voiture personnelle dans un cadre microéconomique. C'était assez visible aussi, les photos sont flagrantes. Ouais. Si je peux rajouter Oui. très rapidement à ce que tu as dit, on a aussi eu le même cas avec le Covid en 2020, où clairement il y a une donnée qui est donnée chaque année où le temps où l'humain fait de la pollution et jusqu'à combien de planètes il faut, à quel moment de l'année il faut pour la Terre pour prendre toutes les ressources, etc., que l'humain a consommées. Le dépassement, là? Voilà, C'est lié ça. au jour du dépassement. Ouais. Exactement, au jour du dépassement. Et en 2020, on avait un temps très très Au fur et à loin. mesure que parce le que- temps avance, en fait, le jour du dépassement aussi rétrécit. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et donc, en fait, comme en 2020, il y avait de la décroissance parce que les économies produisaient beaucoup moins, la Chine était à l'arrêt, etc. Il y avait beaucoup moins de pollution, il y avait Mais l'eau claire qui revenait à Venise et tout cela, etc. Oui, mais ça, c'était pas de la décroissance volontaire, c'était de la C'était pas- décroissance, c'était de la exact- décroissance obligée. Donc, Ouais, Exactement. mais la Mais c'est le décroissance n'est principe. jamais volontaire, Pavel. moi, en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, je sais pas, vous pensez pas il peut y avoir une décroissance volontaire des États, ou bien c'est quelque chose c'est une utopie, c'est quelque chose d'impossible. En fait. Les États, oui. Les États peuvent imposer la décroissance. Je vois, Les individus... Monsieur Racine dire non. En théorie, puis tous mes collègues économistes pourront me corriger si je me trompe, mais en économie, il y a une théorie de la non-satiété du consommateur qui dit que plus on a la capacité de consommer, plus on va consommer. Puis ça, il n'y a pas de seuil maximum à la consommation. Dans ce paradigme-là, le problème est que la surconsommation est monnaie d'échange pour chacun d'entre nous. Si l'opportunité est donnée à chacun d'entre nous autour de cette table, la théorie économique nous dit qu'on consommerait autant qu'on peut. On aurait 3 maisons, 6 voitures, le bateau, l'avion privé. J'espère Mais- pas. Le but ici, c'est de réconcilier le paradigme de la sobriété économique, d'être capable, en tant que collectivité, de se restreindre sur notre consommation
en plus d'avoir le gouvernement qui vient épauler pour faire en sorte que les entreprises engrangent le changement avant d'atteindre ce mur qui Oui, se rapproche. mais ça, j'ai une question, je vais rebondir sur une question que je viens de voir ici qui est très intéressante. Si on va vers une sobriété économique en tant que telle, ou bien une décroissance, comment est-ce que ça va pouvoir concilier les besoins et les aspirations des populations, les pauvres en tant que telles? Les Les pauvres, plus précisément les pauvres. ça dépend toujours de la redistribution. Donc ça, c'est une question vraiment plus fiscalité. La redistribution des richesses passe toujours par la fiscalité des États. Il y a des États qui sont plus redistributifs. Le Québec est considéré comme l'État des familles pour avoir une redistribution très favorable pour les familles biparentales avec 2 enfants minimum. Pour les personnes, comme les personnes autour de la table, je pense que la plupart sont célibataires. Ben nous, on est pris dans la cage Merci. fiscale de l'État québécois. Mais il y a des pays qui sont moins redistributifs que le Québec. Il y en a qui le sont plus. C'est toujours une question de gouvernance ici pour les plus culturel. pauvres. OK. Mais qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent s'il y a décroissance, il y aura plus de pauvres? S'il y a des croissances, en court terme, c'est sûr et certain qu'il y aura plus de chômage. Parce que, étant donné que les entreprises produisent moins, ils vendent moins, ils ont moins de marge, ils ont moins de nécessité pour employer tout le monde qui est employé. Ceci dit, à moyen long terme, ce que ça va créer, c'est une nouvelle économie. Ou est-ce que ce ne sera pas nécessairement une économie de la surconsommation, mais plus une économie durable. OK. Donc, les emplois vont se revigorer, les besoins de la société vont changer. Ça ne sera plus nécessairement d'avoir 6 voitures le but. Ça va être, tu sais, Je vois bien une théorie marxiste à ce niveau-là. Donc, mais je vois M. Racine qui n'est pas très d'accord avec ce que vous dites là. Donc, je vous laisse la parole par rapport à ça. Moi, je vais aussi renchérir un tout petit peu aussi. Ici, la décroissance, normalement, il dit que ça va créer beaucoup plus de pauvres à moyen terme dans le début. Dans le court terme. court terme. Bon, on va dire très court terme. Mais aussi, la croissance en tant que telle. La croissance, les gens disent la plupart du temps, ça ne créera pas beaucoup de pauvres, mais ça crée beaucoup d'inégalités. Par exemple, actuellement, on se rend compte qu'avec beaucoup d'études, maintenant, la classe moyenne est en train de disparaître. Et il va avoir bientôt 2 types de classes, classe riche, classe pauvre. Est-ce que la croissance n'est pas aussi la cause de ce genre de situation? OK. Donc, il y a plusieurs choses. D'abord, ce qu'on a dit sur la quantité de production qu'on fait. Consommer plus, Nicolas dit 2 maisons, 2 voitures ou un chalet, je ne sais pas. C'est le propre même du capitalisme dans le principe. Ou Ben, je me trompe? Mais c'est ça. Il y a, ce que Nicolas a dit sur la non-satiété du consommateur, en fait, c'est de dire qu'on n'en a jamais assez, puis qu'au fur et à mesure qu'on fait plus d'argent, on va toujours plus consommer. Mais moi, je pense qu'il faut voir ça différemment, puis il faut arrêter de penser qu'il faut faire la croissance toujours par la quantité. Je pense qu'il faut faire la croissance plus par la qualité. C'est là que j'ai un problème avec ça. Par exemple, si on fait, vous connaissez le phénomène d'obsolescence programmée, Oui, effectivement. si on fait des téléphones avec plus d'obsolescence programmée, concrètement, vous avez vu, la semaine passée, il y a eu des lois qui sont passées là-dessus. Oui. Plus qu'on fait des biens qui sont durables, plus qu'ils valent cher. Oui. S'ils valent plus cher et qu'on les achète, on a de la croissance. Est-ce que ça, c'est bon ou pas pour l'environnement? Si vous décidez d'aller au magasin puis de consommer de la nourriture biologique au lieu d'acheter de la nourriture OGM et tout ça, vous venez de changer votre consommation, vous avez augmenté l'argent que vous dépensez parce que vous avez acheté des biens de meilleure qualité qui sont mieux pour votre santé. Ça aussi, c'est de la croissance. OK? Oui, c'est de la croissance, effectivement. Mais ça, je suis normalement, je suis censé être vraiment le modérateur à ce niveau. Oui, mais on voit, mais c'est correct. je donne un tout petit peu. J'aime l'honnêteté. C'est ça, je donne un tout petit peu mon avis par Oui, rapport à la situation. Effectivement, l'obsolescence programmée, maintenant, si par exemple on pousse les entreprises à pouvoir faire des objets plus durables, ça va créer encore toujours de la croissance, mais les objets seront plus durables. Mais oui. Dans la conjoncture... Mais c'est bien ça. Oui, c'est bien, effectivement, mais dans la conjoncture économique dans laquelle nous sommes, dans le capitalisme dans lequel nous sommes actuellement, aucune entreprise ne le fait. Donc, Pavel... Alors, on fait quoi? Puis, Pavel, premièrement, il faut définir comme quoi le capitalisme, c'est la rémunération
de l'entrepreneur par le capital, puis le gain du salaire par la productivité marginale du travailleur. J'explique ces termes-là rapidement. Le travailleur prend sa valeur à l'école, sur les marchés de formation. Quand il arrive sur le travail, il est rémunéré à la valeur exacte de qu'est-ce qu'il rapporte à l'entreprise Ouais. en théorie. Mhm. L'entrepreneur, lui, le capitaliste, lui, il met la mise de fonds, il fait les investissements avec la banque, il y a un prêt à la banque, il y a des personnes qui viennent, mettons que l'entreprise est cotée en bourse. Il rémunère son risque, en fait, on va dire. Exactement, c'est une rémunération du risque, parce que s'il n'y avait pas une rémunération du risque, il n'y aurait aucun ingénieur de ce monde qui se partirait en entreprise avec un nouveau projet innovateur, parce qu'il n'y aurait pas cette rémunération-là qui vient surpasser le risque engendré. Ceci dit, pour rebondir sur la question des inégalités, il y a des C'était pas des belles... croissantistes. Il y a- que ce soit des croissantistes ou non, il fallait l'expliquer. Ouais. Ce qu'il faut retenir, les inégalités se creusent en fait plus le rendement sur le capital est élevé par rapport à la croissance économique. Donc, si le rendement sur le capital est de hypothétiquement 4 de façon structurelle depuis les 100 dernières années et que la croissance est de 2 donc la croissance de nos salaires est théoriquement de 2 à 3 mais la croissance sur le capital vient gagner un gain sur nous qui fait en sorte que la part des inégalités se creuse de façon exponentielle dans ce cas-ci. Donc, oui, dans un certain sens, la croissance peut amener de l'inégalité, mais je vois Jasmin qui va rebondir là-dessus, mais le manque de croissance aussi peut amener des inégalités. Là, il faut faire la juste part ici. Moi, ce que j'implique, c'est ici, si la fiscalité est bonne, dans le sens où est-ce que les entreprises, oui, peuvent délocaliser et tout, mais avec un bon système international qui un jour prendra place, grâce à François Delorme et Thomas Piketty, probablement, Oui. la décroissance, à court terme, va pouvoir nous mener vers une recherche des égalités de salaire entre les individus, une équité salariale entre les sexes, entre les personnes racisées et les personnes non racisées. Le but est qu'un jour, on puisse tous et toutes avoir les mêmes chances au départ et les mêmes possibilités du parcours. OK. Parfait. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce niveau-là, M. Racine? Ben, je suis d'accord avec ça, puis je pense que tu sais, ce que Pierre-Nicolas a dit, c'est de la croissance. C'est de la croissance, effectivement. Donc là, par exemple, normalement, il était pour la décroissance, mais là, je vois qu'il est plus pour... Ouais, ben, on peut changer, je peux être pour la décroissance. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais là, j'ai une il faut question nuancer. à ce niveau-là. Sauf que j'aimerais que Nicolas nous dise, au fond, c'est quoi la différence entre une crise économique puis la décroissance? Parce que des fois, on entend les décroissantistes qui disent oui, si on a une décroissance de l'économie dans le système capitaliste, c'est une crise économique. Mais dans un système qui serait fait pour la décroissance, ce n'est pas la même chose. Mais concrètement, si collectivement on s'appauvrit, moi, je vois pas de solution autour de ça. En une Pas seule du tout. phrase. En une seule phrase. Jasmin. La décroissance, c'est de relâcher le pied de l'accélérateur. Non, On peut le c'est faire de c'est façon décroître modérée. l'économie. C'est pas pareil. La croissance, c'est une mesure... C'est moi qui défends de relâcher le pied de l'accélérateur. La croissance, c'est une mesure de vitesse. Donc, moi, ce que je vois Ok. ici, c'est qu'on va trop vite. On va trop vite, on expand trop vite par rapport aux limites de la planète. Mhm. On expand trop vite par rapport aux limites de notre société. Nos gouvernements, ils ont peine, en fait, à suivre la vitesse à laquelle, actuellement, notre croissance croît. Là, Non, actuellement... plus maintenant. Oui, encore. Mais moi, Pas du tout, Nicolas. Monsieur Racine, pour vous, c'est quoi les limites vraiment réelles de la décroissance? Ben, on l'entend souvent, c'est une phrase classique des décroissantistes de dire on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde avec des ressources finies. Parce qu'il y a certains qui disent actuellement Ouais. que le capitalisme actuellement a atteint son... Oui. Avec la croissance et tout, on a Big up atteint la riposte. voilà, un point de non-retour, On les c'est salue, on les terminé. aime. Il faut penser un nouveau modèle oui. économique. Oui. Donc, pour vous, la limite de la décroissance que certaines personnes mettent de l'avant, c'est quoi? La limite de la croissance, oui. Ben, tu sais, Pavel, on aurait pu aller à n'importe quelle période de l'histoire de l'humanité et dire cette même phrase-là, dire oui, oui, c'est bon la croissance que vous avez eue durant les derniers siècles et tout, mais on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde avec des ressources finies. Puis ensuite de ça, quelques siècles plus tard, on aurait pu retourner et dire encore cette même phrase-là.
Pourtant, l'humanité a progressé dans chacune de ces phases-là. Malthus. Et ça a fonctionné. Thomas Malthus est un exemple, comme Oui, dit mais- Aurélien. mais- Puis je vais donner un autre exemple, Mhm. juste pour établir quand même la croissance verte. Je vais vous nommer les pays qui ont connu un découplage de leur économie entre la croissance et les émissions de CO2. On sait, les changements climatiques, c'est un des enjeux les plus importants. Exactement. Et donc, si on peut avoir de la croissance et réduire nos émissions de CO2, on s'entend que on est très heureux. Oui. On s'entend et ça donne plus de ressources. Il faut dire aussi, les inégalités, c'est pas juste un enjeu qui est important en soi, mais c'est aussi un enjeu qui est important parce que c'est la souffrance humaine des gens qui ont le moins de revenus. Donc, si l'économie décroît, il y a beau avoir plus ou moins d'égalité, au final, la souffrance humaine va probablement augmenter. On le sait, il y a déjà des À gens court aujourd'hui. terme, comme l'a dit M. Touziga. Oui, mais je pense que c'est à long terme aussi. Il ne faut pas oublier la décroissance et à chaque année, c'est pire que l'année d'avant. OK? Donc, je vais vous nommer les pays. Vous allez remonter dessus tout à l'heure. Hein. Oui, bien sûr, Rebondir. aucun problème. Donc, je vais vous nommer les pays qui, entre 2005 et 2019, ont connu une augmentation de leur PIB et une réduction de leurs émissions à gaz à effet de serre. On a le El Salvador, le Mexique, Chypre, le Pays-Bas, le Danemark, la Jamaïque, la Finlande, la Suède, les États-Unis, la Slovénie, la Lettonie, le Japon, l'Estonie, la Croatie, l'Espagne, le Portugal, la Roumanie, l'Allemagne, la Hongrie, la Nouvelle-Zélande, la République tchèque, le Singapour, la France, le Royaume-Uni et l'Irlande. Tous ces pays-là ont connu de la croissance verte, ont connu un découplage entre 2005 et 2019. Ce n'est pas une période court terme Oui, de juste mais est-ce 1 que ou ces 2 ans. pays... À noter que le Canada n'est pas là, hein, par contre. Ouais, le Canada Ouais, n'est ouais. pas là, Canada est un effectivement. État- est C'est un pour ça État que je n'ai pas pétrolier. trouvé de sondage même sur la décroissance par Oui, rapport oui. à ça, parce Donc- que apparemment le Canada n'est pas... Mais là, Mais c'est par un État exemple... pétrolier, il faut se séparer. Hein. Oui, mais est-ce que ces pays-là, bon, surtout les États-Unis et la France donc, que vous avez cités, est-ce que ces pays-là ont respecté, par exemple, les différentes cibles qui se sont fixées Non, ils par n'en ont pas rapport... fait assez. Non. Ils n'en ont pas fait assez. Jasmin, tu parles en termes absolus ou en termes par unité de production? En termes absolus, Nicolas. C'est quoi la différence, les amis? Vas-y. Par unité de produite, c'est comme Jasmin parlait, c'est en quantité. Donc, plus qu'on en fait, moins qu'on. Disons C'est la que par pollution par téléphone, PIB, c'est ça. par téléphone, je fais moins d'émissions, ben, je peux faire quand même plus de téléphones, puis ça ne changerait pas Voilà. grand-chose. Mais ici, on parle en termes absolus, donc c'est la somme de la production par rapport à la somme des émissions. Donc, en effet, c'est un progrès. Mes félicitations, Jasmin, une belle donnée. Moi, ce que j'aimerais amener ici, c'est que pour juxtaposer les deux opinions ici, l'ultime opinion, c'est de passer par la fiscalité internationale et peut-être par un système de prix sur la pollution, même si c'est très difficile Je suis de d'accord. mettre un prix sur la pollution. La taxe carbone, c'est pas... C'est une des mesures. La bourse carbone, c'est une autre des mesures. Mais éventuellement, il va falloir être capable de s'entendre de façon internationale pour pouvoir fonctionner sur un système de prix sur la pollution. Ceci dit, un système de prix sur la pollution pourrait entraîner nécessairement un mouvement similaire à l'évitement fiscal qu'on vit actuellement internationalement. Donc, il y aurait, va sans dire, des resquilleurs éco-fiscales qui se créeraient dans les méga-corporations surtout et les petites entreprises qui auraient plus d'incitatifs à sortir de ce cadre-là. Ceci dit, c'est toujours une question de société ici. Puis, C'est une volonté étatique étatique et de la population. et le secteur privé aussi. On revient au ESG ici. Quand on parle de ESG, on parle des individus qui souhaitent changer leur consommation. Fait que moi, si je sais que ta compagnie, par rapport à celle d'Aurélien, a une politique ESG, tandis qu'Aurélien ne l'a pas, je sais que les employés que tu as et les employés des manufactures avec qui tu fais affaire respectent les droits humains, respectent les droits, les lois autour de la production, essaient d'avoir un bilan carbone équilibré, tandis qu'Aurélien, lui, c'est le minimum que tu vas payer. Ça va être moins cher chez moi, mais tout le reste, ça pourrait être des enfants qui travaillent sur la production primaire du produit jusqu'à de l'exploitation. C'est pas gentil, ça, Aurélien. Ouais, mais ça produira des c'est- produits pas chers, donc la population sera heureuse. C'est ça qu'on pensait des Taïwanais. Non, mais pour de vrai, ici, ce qu'il faut constater, c'est que la population actuellement a un désir de changement,
Mais le désir ne s'accompagne pas nécessairement des actes. Puis on peut le voir juste sur notre campus ici. La consommation au-dessus des besoins de base affecte tout le monde ici. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir un petit tour de ventre autour de la table. Donc, ça fait partie de ça, comme ça fait partie du fait que, quand même bien qu'on veuille du changement, il faut aussi mettre des actes aux paroles ici. OK. Maintenant, à ce niveau-là, est-ce que il y a M. Tousignan qui dit que l'État doit faire plus à ce niveau Ouais. pour pouvoir permettre une décroissance? Et vous, l'État doit faire plus pour permettre une croissance verte. Ouais. La croissance verte, Ouais. pour vous, en combien de temps, selon une estimation, est-ce que c'est possible dans un court terme ou dans un long terme? Ben, la statistique que j'ai citée tantôt, Pavel, en quoi est-ce que c'est pas de la croissance verte? Mais c'est pas, moi, je ne considère pas ça comme de la croissance verte. OK. Je suis modérateur. Mais il y a je d'autres types de précise. pollution, je comprends. Oui. Ouais. C'est pas de la croissance verte en tant que telle parce que d'abord, tous les pays vont directement faire la coop et tout ça, Mhm. se donnent des cibles, ne les atteignent jamais, mais font quand même un petit effort à ce niveau-là. Ouais. Moi, je ne considère pas ça comme de la croissance verte dans la mesure où on fait très peu et d'un autre côté, on a de la croissance. Je crois pas que ça soit quelque chose on va dire, de correct à ce niveau-là. Mais Ouais. si vous voulez Mais me je suis faire d'accord changer qu'il faut d'avis, changer nos habitudes de vie. Là. mais C'est comment, clair. comment on le fait avec une société actuellement qui est vraiment axée sur la consommation? Ouais. Donc, comment on le fait? Ben, c'est le type de consommation déjà. Tantôt, je parlais de qualité puis de quantité. Consommer des biens plus durables, pousser les Mais est-ce entreprises qu'il y à en faire a des biens plus des biens durables. durables? Par exemple, un téléphone. Vous savez, chaque 2 ans, Ouais. voire chaque année même, Ouais. les Samsung, Apple, pour ne pas faire de publicité, ils font toujours Cette de émission, nouveaux. vous êtes commandité. Oui, effectivement. Donc, ils font toujours de nouveaux téléphones à chaque année. Donc, là, Ah oui, selon vous, beaucoup changent aux 2 ans. Là. C'est- ouais, ouais. donc là, à ce niveau, on fait quoi? Est-ce que on essaie puisqu'il y a de la croissance, lorsqu'ils Mhm. décident de vendre l'année prochaine un nouvel appareil et que tout le monde achète, ça, Ouais. ça crée de la croissance. Est-ce que, comme je cherche le mot là, est-ce qu'on encourage ça Mhm. ou est-ce qu'on met un pied, comme M. Tousignan l'a dit, on Ouais. met un pied sur la pédale un peu pour Ouais. dire, baissons un tout petit peu. Maintenant, par exemple, on oblige les entreprises à faire de la production, on va dire, chaque 2 ans Ouais. pour pouvoir au moins avoir de la sobriété économique et Ouais. puis essayer de permettre en même temps à la société et puis aussi à pouvoir baisser les inégalités. Parce qu'il faut le dire aussi que Ouais, oui. ça crée ça. Donc, Ouais. qu'est-ce que vous en dites? Ben, pour donner un exemple très concret, moi, ce que j'ai fait l'autre jour, c'est je suis allé changer ma batterie de cellulaire parce que ça faisait, je pense, 2-3 ans que je l'ai, OK. mais la batterie était plus bonne. Je suis allé pour le changer. Puis, ce qu'ils m'ont dit à Apple, c'est « Ah non, nous, on le fait pas parce qu'Apple ne veut pas faire ça. » Donc, j'ai dû aller dans un autre magasin qui me l'ont fait. Puis, c'est assez long parce qu'ils rendent ça compliqué par exprès. Donc, ça revient un peu au principe d'obsolescence programmée qu'on parlait. Oui. Je pense pas que l'obsolescence programmée est toujours partout et que tous les biens sont brisent parce qu'il y a des gens machiavéliques dans les compagnies qui le font. Des fois, c'est le cas, mais des fois aussi, c'est juste parce qu'on aime ça acheter des biens qui sont moins chers et qui durent moins longtemps. Parce qu'on a un budget qui est limité aussi. Ben, je ne Mais- crois pas qu'un iPhone qui coûte 1300 Pas dollars. l'iPhone, pas Ouais. l'iPhone, mais il y a certains produits qu'on peut acheter au quotidien qui sont moins grande qualité, comme les vêtements, tout ça, puis on les change plus vite des fois. Puis pour donner un autre exemple parce que je vois que beaucoup de personnes le voient pas que une croissance puis une innovation peut amener à des meilleures pratiques environnementales ou à des impacts positifs sur la planète. Je vais donner un exemple historique qui est vraiment intéressant. Peut-être vous l'avez déjà entendu, c'est celui des lampes à l'huile de baleine. Ah oui, ouais. Donc, à une certaine époque, les gens s'éclairaient à l'huile de baleine. Et beaucoup de gens, un peu comme Thomas Malthus, ou des gens qui voient la situation aujourd'hui, par exemple, sur le nombre d'animaux qu'il y a sur Terre qui est réduit d'année en année, c'est assez catastrophique, prédisaient que les baleines, c'était une espèce qui allait disparaître totalement parce que tout le monde s'éclairait à l'huile de baleine. Et il y a certaines énergies fossiles qui ont été découvertes, qui ont été inventées. Les gens se sont mis à s'éclairer au kérosène. Merci, John Rockefeller. Oui, c'est vrai. Donc, évidemment, avant, vous n'auriez jamais pu dire oui, mais le kérosène sera inventé. On vous aurait Oui, regardé avec un visage effectivement, vraiment mais bizarre. actuellement- C'est quoi le kérosène? Imagine, les énergies fossiles ont sauvé les baleines.
Oui, effectivement. Bah, je Sauver vois plus ça. que les baleines. Effectivement, les baleines sont sauvées, effectivement, mais maintenant, bon. Il y a nous, beaucoup de les- baleines aujourd'hui Ça crée un dans nouveau l'océan. problème. Ouais. Mais ça crée un autre problème, effectivement. autre problème, Est-ce qu'on effectivement. kick toujours la canne plus loin? C'est ça C'est la pas, en question. fait, le seul truc, c'est Ouais. que chaque découverte, la plupart du temps, crée des problèmes après, ensuite, par la suite. Ouais. Bon, je donne Peut-être l'exemple par en actuellement avant. avec les voitures Ouais. électriques qui, actuellement, prennent Ouais. le marché et tout ça. Ouais, ben, c'est une bonne Croissance, chose. C'est une bonne Ouais. chose, mais le matériau important de la batterie, Oui. le lithium. Ouais, la Polluer pollution les sols chimique et de- tout ça. Donc, Ouais. vous voyez, en fait, c'est ce truc. Et puis, en Ouais. plus, ce qui se passe, c'est que les entreprises qui se lancent dans l'électrique, c'est pour aussi Mhm. la croissance. Ouais. Et en mettant de l'avant la croissance, Mhm. essaie encore de partir chercher le lithium au Congo. Avant Ouais. que tu Ouais. donnes la parole à Aurélien, je veux Ouais. juste te dire. Donc, Monsieur Tousignan, vous pouvez dire Sur, quelque chose. Seigneur. sur, la voiture électrique, des voitures comparables, on parle d'une Nissan Leaf à une Nissan de base. Sur la durée de vie de la Nissan au carburant fossile, on va avoir presque la même consommation en CO2 que sur la voiture à batterie, hors du Québec, parce que le Québec est une des seules sociétés avec une énergie électrique 100% verte. Mhm. Ouais. Donc là, je martèle sur le fait que l'énergie au Québec est 100% verte, mais en Ontario, c'est de l'huile à gaz. En Chine, c'est beaucoup du charbon. Puis, on ne parle pas du reste du monde. Donc, la voiture électrique est en fait un proxy pour dire qu'on est plus vert, mais ce n'est pas une solution en soi. Exactement. Donc, là, par exemple, Mhm. ça, c'est. Je suppose que peut-être vous considérez ça comme une croissance verte. Ben oui, concrètement, si on produit. Attends, Oui. si on produit de l'énergie verte, c'est une bonne chose. Oui, Ouais. mais la composante d'une voiture électrique. Ouais, ça, c'est un problème. Mais ensuite, tu vas aller quoi, revenir au calèche? Ouais. Ah, non, C'est ça, le problème. non, Donc, ce c'est que, pire, en fait. ce que je dis, c'est que, Oui, oui, en fait, je comprends. le fait de pouvoir toujours, c'est-à-dire vouloir de la croissance Mhm. par l'innovation, Ouais. et quelquefois, on va vers l'innovation qui est au début martelée de verte, et après, on se rend compte qu'à côté, Mm. par exemple, avec l'huile de baleine, Ouais. on sauvait les baleines avec les kérosènes. Après, on s'est rendu compte que les kérosènes aussi détruisaient la terre. Ouais. Donc là, ça crée un autre problème. Alors que la recherche de kérosène, c'est pour avoir aussi de la croissance. Et toujours, la recherche perpétuelle de croissance nous pousse à pouvoir aussi, à un moment donné, à créer des problèmes écologiques un peu plus tard. Donc là, Ben, je pense je que suis toujours le modérateur, ta- il faudrait le préciser, Oui, oui. mais j'ai besoin d'éclaircissement à ce C'est correct, niveau-là. c'est correct. Je suis très heureux d'avoir cette discussion-là. Je pense que la chronologie est à l'envers. Je pense pas que c'est notre recherche de la croissance qui fait qu'on a de l'innovation. C'est l'innovation qui crée la croissance. Pour ajouter un petit peu aussi, Ouais. Est-ce Il y a- que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, monsieur Niama? Je- Je pense qu'il est d'accord. Je vais dire, c'était très Je bien tout de dit. suite. Je vais te citer Ah oui? là-dessus. Ah oui? OK. OK, Hmm. parfait. Donc, Non, il y a aussi un autre argument contre la décroissance que j'entends par certains économistes et même certains professeurs que je connais à l'université de Sherbrooke qui disent que quand on a de la décroissance, on produit moins mais on pollue plus parce que quand on a plus de croissance, plus d'innovation, plus d'investissement, etc. Mhm. Et donc on a plus de ressources et de recherche et d'argent pour être capable de produire plus mais de manière plus écologique. Et aussi, quand tu avais posé la question tout à l'heure sur l'économie verte et tout ça, Ouais. combien de temps ça va prendre, quand est-ce qu'on aura une économie 100% verte? En réalité, on fait ça depuis au moins une centaine d'années, parce que quand on revient à l'exemple du charbon, avant on avait du charbon, on produisait pas beaucoup d'énergie et on polluait beaucoup, mais après il y a eu le nucléaire. Et la raison pourquoi la France est capable de moins polluer maintenant comparé à jadis, comparé à l'Europe, et on a une des qualités d'air les meilleures en Europe, c'est grâce au nucléaire. Et c'est grâce à le génie humain triomphe toujours face aux problèmes de la nature, etc. Ouais. Et c'est grâce à l'innovation qu'on a été capable d'avoir une croissance économique. On a les plus grandes entreprises du nucléaire au monde, en France, Areva, etc. Et en plus, on est capable de produire plus et on est vert. Donc on a enlevé... oui, mais le nucléaire, il est vert dans son moment d'utilisation. Oui. Mais après, 40 ans plus tard, Mais il faut démanteler. il faut démanteler. Mais ensuite, on met sous-sol. C'est quoi? C'est un tube de... Mais en c'est un- sous-sol, ça pollue ou pas?
Bah non, parce que c'est justement mis dans des bunkers ultra étanches et avancés. Et en plus, on est presque capable d'avoir la technologie d'ici quelques années, quelques dizaines d'années, le recyclage des tubes d'uranium. Je ne sais plus comment ça marche Ok. spécifiquement, je ne suis pas scientifique. Mais c'est ça, mais on arrive, l'innovation toujours, on va être capable bientôt de renouveler, de recycler toute cette énergie. Bah, moi, j'ai une question pour vous trois à ce niveau-là. Vous ne pensez pas que c'est pour pouvoir avoir une écologie vraiment plus viable, il faut plus une décroissance qu'autre chose? Je vais prendre le premier tour de parole. Je pense qu'à très court terme, il faut se recadrer sur la question fondamentale de c'est quoi notre idéal du bien-être, puis essayer de la reconstruire, en fait, de démanteler ce que le marketing nous a inculqué depuis des dizaines et des dizaines d'années, comme quoi consommer plus heureux, plus beau, plus belle voiture, plus belle femme, plus belle maison que ton voisin. Je pense que la beauté est propre à chacun, que le bien-être est propre à chacun, puis que le fait que le marketing définisse le bien-être commun pour nous fasse un idéal de ce qu'est la consommation idéale, c'est un des problèmes du cancer, de la surconsommation ici. En deuxième temps, il faut se poser la question, est-ce que les individus, les entreprises, les gouvernements, les ménages sont rationnels par le prix? Je voulais rebondir sur ce que Aurélien parlait tantôt sur les prix faibles. Est-ce que le prix nous donne l'impression d'être rationnel? Est-ce que de payer nécessairement plus cher pour un bien dit biologique nous fait nécessairement se sentir mieux? Est-ce que de payer moins cher pour économiser puis optimiser, entre guillemets, notre portefeuille, notre revenu, notre consommation disponible, c'est vraiment ce qui nous rend heureux? La deuxième chose, c'est est-ce qu'on est prêt à faire les changements pour pouvoir apporter le changement qui est nécessaire, donc du point de vue du gouvernement, autant que du point de vue des entreprises et des individus. C'est des questions ouvertes, les amis. Est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel, avec la conjoncture dans laquelle il en est, là, il serait ouvert, un gouvernement serait ouvert à aller vers? S'il est sûr de se faire réélire, oui. Franchement, vous pensez que ce serait un bon argument, mettre de l'avant la décroissance pour se faire réélire? Je vais être franc. Non. ça- Même ça- Québec solidaire le défend pas. Bah, c'est ça le fait. En fait, la droite ne veut pas le défendre, la gauche seulement. En fait, c'est seulement une partie Mais spécifique de la c'est gauche très extrême comme qui opinion. veut défendre. Mais même pas en fait, parce que je parle à beaucoup de marxistes où je regarde les réseaux marxistes un peu sur les réseaux sociaux, comment ils marchent, Ok. à quoi ils pensent. Et même beaucoup de marxistes et communistes sont contre le principe de la décroissance parce qu'en fait, C'est pas la même gauche. parce que c'est simple, c'est comment C'est est-ce qu'on ça. peut dire à un travailleur, tu vas produire moins le lendemain. Tu vas produire moins, l'usine va te Mais fermer oui, parce que à chacun selon ses besoins, c'est à ça. chacun Et selon. Bah, c'est en fait, c'est ça, seulement une gauche Ben, minime qui veut vraiment Mais défendre est-ce ce que c'est pas, projet. c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui doit être vraiment mis en avant parce que la part du temps, on produit plus qu'on a besoin, en fait. Mhm. Donc, pourquoi produire plus que ce qu'on en a besoin? Et Bah, puis après, Parce que dans le monde occidental, en général, on dit crise, inflation. Tu vois, les sujets pour les élections canadiennes, c'est l'inflation. c'est ça. En France, en Est-ce que 2022, c'est pas, les élections, c'était le portefeuille, en fait, c'est qui a ça, c'est décidé pas des ça qui élections. crée même l'inflation en tant que telle. Qu'est-ce qui crée l'inflation? Genre le fait de toujours chercher la croissance en tant que telle. Et puis, Ben, on parle, ben là, on est tous au bac en économie, là. non, Ouais. moi On je veut suis en tous politique. on veut tous embarquer dans. Non, mais répondre à la question de Pavel, je veux dire. Mais oui, je veux dire, à court terme, oui, c'est le processus offre-demande qui détermine le prix. Donc, l'inflation. L'inflation étant l'augmentation des prix, ça peut l'affecter, effectivement. Mais à long terme, c'est plus un rapport par rapport à la quantité de monnaie qu'il y a dans l'économie versus la croissance qu'on a connue. Donc, si on s'est tous enrichis pendant une année, puis que la masse monétaire a augmenté au même niveau, ben, théoriquement, à long terme, selon. Il y a la distorsion là-dedans, là, mais théoriquement, on n'a pas d'inflation. Donc, ça va en fonction de la quantité de monnaie, qui d'ailleurs n'est pas juste créée par la Banque centrale, mais aussi par un processus de prêt entre les institutions. Pour Ok. renchérir là-dessus, je dirais encore plus valable que ça. Il faut comprendre que l'inflation, c'est pas nécessairement important tant qu'il y ait aussi longtemps que le pouvoir d'achat est maintenu. Donc, Ouais. même s'il y a de la décroissance ou non, qu'il y a inflation ou non, si le pouvoir d'achat, donc avec mon dollar, si je peux acheter le même bien demain, ça ne change pas grand-chose.
le fait est que on ait la surconsommation peut entraîner de l'inflation. Si on commence à se restreindre sur notre consommation, ça pourrait entraîner de la déflation, en fait. D'où le fait est que Mhm. si le gouvernement impose des quotas, à court terme, il y aura inflation. Mais si au même moment, on restreint notre consommation, puis à place de consommer 50 bières à la gang au 4 à 7 de ce soir, on consomme à la gang 25 bières, bien, théoriquement, il y aura une déflation des prix C'est ça. qui va être compensée par l'inflation du quota à 25 bières, et donc il n'y aura aucun changement sur notre bien-être. Le bien-être Belle peut être métaphore. maintenu. J'aime ça. Ah, c'est très intéressant ce que vous dites. Malheureusement, on tire vraiment vers la fin de l'émission. Mais moi, je vais avoir vraiment votre dernier point par rapport à ça, Monsieur Tousignan. J'ai vu que vous étiez pour la décroissance, mais pas trop. On va dire un peu. On va dire. L'animateur est plus pour la décroissance, je pense. Effectivement. Studio En fait, d'économie, c'est dur, en fait, pour être c'est quelque chose. Moi personnellement, je pense que c'est quelque chose qui pourrait. Mais vu que je ne suis pas, Oui, mais je ne je suis pas comprends. dans le sein des saints de l'économie. Et Donc, les décroissantistes sont bien intentionnés. C'est des gens qui veulent le bien. J'ai aucun doute là-dessus. ouais. Maintenant, vous, C'est clair. une dernière phrase, un dernier mot pour les auditeurs par rapport à la décroissance. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en dernier pour dire Donc, en quoi est-ce que ça serait peut-être quelque chose de nécessaire? Pavel, Mhm. si tu me dis tu peux pas sortir après 9 heures, je vais tout faire pour être à l'extérieur puis te faire croire que je suis chez moi. Tandis que si tu me dis ce serait bien que tu sois revenu pour 9 heures, là, dans un cas, j'ai un choix de conscience. Il faut que je me restreigne à revenir à 9 heures. Puis dans l'autre, c'est toi qui m'imposes. Mhm. Il y en a un où est-ce que tu brimes mon bien-être, puis il y en a un que je peux choisir mon bien-être. OK. Donc, moi, je pense que la décroissance, c'est quelque chose de très, très complet. Il y a beaucoup à comprendre là-dedans, mais que la décroissance stricte entraînerait une perte de bien-être De la population. incommensurable, OK. comme Jasmin l'a défini. Mais si elle est compensée par une sobriété économique, la décroissance peut être une solution à court terme très efficace pour repousser les limites actuellement du mur qui se rapproche de nous inévitablement. OK. Donc, merci beaucoup, Monsieur Racine. Vous, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au fait, bon, vous n'êtes pas pour la décroissance, vous êtes pour une autre solution. Vous n'êtes pas non plus pour la croissance actuelle. Vous êtes pour une autre solution qui est la croissance verte. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs par rapport à ça? Ben, je pense qu'un des problèmes fondamentaux de notre époque, c'est que on a tendance à penser que si on prend quelque chose de mal et qu'on l'inverse, ça donne le bien. Très belle phrase. En réalité, je pense que toute idée poussée à l'extrême, c'est ça le mal. Et que le bien consiste à essayer de tracer une fine ligne, un ballon sage entre les différentes idées qui seraient mauvaises si on les met en place. Évidemment, le problème, c'est que comme c'est nous qui plaçons la ligne et qu'on est tous fondamentalement imparfaits, ben, le monde dans lequel on vit ne sera jamais parfait, puis ça, c'est frustrant. Par contre, il ne faut pas non plus oublier l'autre côté, qui est de se dire qu'on peut utiliser les idées abstraites pour s'imaginer un monde meilleur ou même s'imaginer diverses inventions comme le font les gens qui découvrent certaines manières de faire. Et donc, il ne faut pas oublier non plus l'idéal pour essayer d'améliorer les choses dans la société en sachant que ce ne sera jamais parfait. Donc, il faut toujours rester dans la perspective de croissance, mais pouvoir voir ça essayer d'aller vers un autre angle de croissance. Oui, mais c'est parce que la croissance, c'est pas quelque chose d'artificiel. Ça fait partie du processus. Nous autres De même, toute société, on va dire. ça fait partie du processus de la société et de l'ingéniosité humaine, qui est une caractéristique fondamentale qui est en nous. Tous les êtres vivants sur Terre essaient de prospérer, puis nous, on est une espèce vraiment spéciale. On fait les choses vraiment d'une manière étrange, mais ça fait partie de notre nature, ça fait partie du développement, puis il faut qu'on essaie de le faire de manière plus respectueuse avec la nature que ce qu'on fait en ce moment, mais il ne faut pas non plus rejeter notre nature et se rentrer dans la haine de soi qui finalement finit par la haine de l'humanité. OK, parfait. Merci beaucoup. Monsieur Aurélien, vous avez une dernière chose à dire? Rien de trop spécial, c'était un bon débat en tout cas. Je suis heureux d'avoir ces deux bons économistes ici à la table. Parfait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'espère que j'aurai l'occasion de vous inviter pour d'autres sujets à ce niveau-là et que vous ayez des idées tranchées.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Donc, moi, je m'appelle Pavel et l'émission, c'était On s'en mêle. Et je vous souhaite de passer une très, très belle soirée. Bonne soirée, merci. Merci, Merci. pareil. Merci.